Bonjour, bonsoir à vous, c'est Slavie, on se retrouve ce jour pour le 10e épisode de Vocabulaire. J'espère que vous avez la pêche, moi oui, parce qu'aujourd'hui ce seront des termes relatifs à l'économie qui seront traités. Des termes qui, après avoir été définis, vous permettront de mieux appréhender la discipline en question. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier, bien public. Bien tels que les rues propres que beaucoup de gens veulent mais qu'aucun d'entrepreneur privé n'a de raison de fournir. Généralement, on donne 3 conditions au bien public. La première, c'est l'impossibilité d'encombrement. Deuxième, impossibilité d'exclusion. Troisième, obligation d'usage. Ce qui contraste avec les biens privés, qui sont des biens qui excluent par le prix. Je paye pour en jouir. Et le principe de rivalité, 2 agents ne peuvent bénéficier simultanément d'un même bien. Après, les 3 conditions que j'ai émises, c'est pour les biens publics purs, comme l'armée ou l'éclairage public. Mais vous avez le plus souvent des biens publics mixtes, comme une piscine municipale qui peut faire face à l'effet d'encombrement ou encore à l'exclusion par le prix. Vous payez bien pour aller à la piscine municipale, même si le prix n'est pas forcément aussi haut qu'il devrait l'être. Bon, après, évidemment, c'est les impôts qui payent, tout ça, ou la dette. nous, le contribuable, le travailleur français. Voilà tout. Je pense que j'ai tout dit sur le bien public, au pire, je vous le mettrai, si j'ai oublié quelque chose. Bourgeoisie. Marx et Engels utilisèrent ce terme pour désigner les capitalistes, mais désigne aussi la classe moyenne en général. Capitalistes, ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui investissent des ressources matérielles, financières ou humaines, si tu as des esclaves par exemple, pour avoir du profit en retour. Par exemple, ça peut être des actionnaires qui investissent de l'argent pour en retour percevoir des dividendes. D'ailleurs, on a la définition exacte ici. Un capitaliste, quelqu'un qui investit du capital pour le profit, particulièrement quelqu'un dont le principal revenu provient du profit. Ensuite, bulle, situation dans laquelle l'achat spéculatif fait monter le prix, attirant ainsi de plus en plus de spéculateurs jusqu'à ce que la seule raison pour laquelle le prix continue de monter soit le fait que le prix monte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle demande dessous. C'est-à-dire que le prix monte, les gens FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater une opportunité, et du coup les gens achètent pour vendre plus cher et essayer de trouver un autre crétin qui va l'acheter plus cher, et puis à un moment cette bulle explose et fait des ravages. On parle de 2008 ou pas? Non, ça prendrait trop de temps. Oui, c'est un jour on pourra en parler. Ça j'en ai déjà parlé. Enfin j'en ai pas déjà parlé, mais un peu. Courbe de demande ou plan de demande. Partie du tableau offre-demande montrant quelle quantité d'un produit voudront acheter les consommateurs à un prix donné. C'est-à-dire que si tu fais bouger la courbe de la demande, en fonction de l'offre, tu auras plus ou moins d'acheteurs. Par exemple, si ça dépend de ce que tu mets en abscisse ordonnée, mais si l'offre, par exemple, est tout en bas et que le prix d'un produit est très bas, tu auras beaucoup de demandes. L'équilibre se trouvera à, je sais pas, combien d'acheteurs pour quel prix. Ensuite, ça monte ou ça descend. Et puis, courbe de l'offre, c'est l'inverse, c'est l'offre. C'est en fonction de l'offre, quelle demande tu auras. Et puis, tu as le prix d'équilibre au milieu. Tu as l'équilibre. Par exemple, si un boisseau de blé se vend 10 €, les acheteurs, la demande, voudront en acheter 250. Mais les vendeurs, l'offre, n'en introduira que 100, parce que pour eux, c'est pas optimal. Ça vaut pas le coup de vendre du blé alors qu'il est qu'à 10 € le boisseau. Alors la demande fera monter les prix, et l'offre, vu que ça deviendra de plus en plus intéressant, montera sa quantité, il y aura plus en plus d'offreurs, et vu que le prix va monter, il y aura de moins en moins de demandeurs. Et à l'inverse, s'il y a de plus en plus beaucoup plus d'offres, beaucoup de quantité, vu que la demande aura un pouvoir de négociation, c'est-à-dire qu'il y a un panel de possibilités d'achat, ils vont chercher au moins cher, du coup les prix vont baisser du fait de la concurrence, et trouver un équilibre en fonction des quantités sur le marché
et de ceux qui veulent acheter. Et on parle de prix d'équilibre parce qu'à ce prix, toutes les quantités offertes seront vendues et toutes les quantités demandées seront achetées. Au pire, je vous mettrai un schéma qui explique mieux ici. Darwinisme social, idée qu'un très haut statut socio-économique est le signe d'une meilleure constitution génétique, et qu'aider les gens qui ont un statut socio-économique bas à survivre va à l'encontre des lois de la sélection naturelle. La théorie de l'évolution de Darwin, 1859, c'est les meilleurs gènes, c'est ceux qui s'adaptent le mieux à leur environnement, qui arrivent à survivre et du coup à procréer, à continuer à vivre. Et selon cette théorie, c'est que les plus pauvres sont des gens qui sont inaptes à la société, donc des gens qui sont dans leur constitution plus faibles que ceux qui sont en haut de la société. D'ailleurs, Darwin avait été beaucoup détesté par cette raison par les paysans, notamment aux États-Unis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, parce que cette théorie était très en vogue à l'époque. Droits de douane, taxes sur les importations. Les droits de douane peuvent être conçus pour augmenter les revenus, pour empêcher la concurrence étrangère ou pour les deux. Ouais, ça me fait penser à Colbert, ministre de la Finance ou ministre de l'Économie. Bon, je vous mettrai ici exact, en France au XVIe siècle, et qui... au XVIIe siècle plutôt, et qui avait, pour que les produits français soient plus concurrentiels par rapport aux produits néerlandais notamment, avait augmenté les droits de douane pour les produits qui allaient être importés des Pays-Bas, et avait subventionné les produits français pour l'exportation. Économie d'échelle, coût à l'unité réduit lorsque plusieurs unités sont produites. C'est-à-dire que plus vous produisez, moins le coût de revient est cher. Moins les charges sont chères. C'est-à-dire, par exemple, si je fais 10 épingles, ça va me coûter bonbon. Mais si j'en fais 1000 et que j'investis dans du matériel et que je produis, plus j'essaie de pousser au maximum la production, ça va me revenir moins cher. Parce que du coup, j'aurai déjà le savoir-faire, j'aurai les machines, bon après t'as l'amortissement, tout ça, bon, faut calculer, ça revient, c'est de la comptabilité. Mais voilà, plus tu produis, moins le produit te revient cher. Par exemple, vous avez des charges fixes, ça peut être des entrepôts, des locaux, des machines, ou encore des salaires qui ne dépendent pas de la variation de la production, et des charges variables, c'est-à-dire des charges qui varient en fonction de si vous produisez plus ou si vous produisez moins. Par exemple, si vous produisez 10 t-shirts, vous allez acheter du coton pour 10 t-shirts. Si vous produisez 100 t-shirts, vous allez acheter du coton pour 100 t-shirts. Faire des économies d'échelle, c'est-à-dire produire le maximum de t-shirts pour diminuer les charges par produit à l'unité, parce que les charges fixes sont réparties de façon directe ou indirecte dans le prix des produits. Donc les charges fixes étant fixes, ne changeant pas par rapport à la production, vous avez tout intérêt à pousser la production au maximum de ces charges fixes, parce que parfois il faut racheter des machines, et voilà, après c'est d'autres facteurs. Et puis même par rapport aux charges variables, je parlais du coton, de la matière première, qui est variable en fonction de la production de t-shirts. Vous pourriez négocier auprès du fournisseur pour que celui-ci, étant un acheteur important, vous pouvez faire pression pour faire baisser les prix. Parce que sans vous, peut-être que son activité s'amoindrira de beaucoup, ou pas, ça dépend de l'importance que vous avez. Alors, je vais laisser ces termes-là pour une prochaine. Externalité, effet se constatant, effet bon ou mauvais d'une transaction. Les externalités sont un problème parce que les gens qui décident d'entreprendre la transaction n'en tirent pas tous les bénéfices et n'en supportent pas tous les coûts. Donc les décisions qu'ils prennent pour leur propre bien peuvent ne pas être les meilleures décisions d'une manière générale. Bon, par exemple, une externalité, ça peut être la pollution d'une usine. Par exemple, mon usine d'épingles, je la mets là, bon, moi je vais en tirer le bénéfice, mais à côté des externalités qui vont être, ça peut être le bruit, des externalités négatives, la pollution, après, le fait que externalité positive, après, il peut y avoir plus de travailleurs où la région peut se faire connaître, sans que ce soit forcément dans mon but premier. Bon, dans le prochain, on pourra voir économie mixte. On pourra parler un peu de Bismarck.
Puis davantage comparatif de Ricardo, ou encore Main invisible d'Adam Smith. Richesse des nations, même s'il l'a employé qu'une fois. Voilà tout. Bon, je vous en ai donné un petit amuse-bouche, un petit avant-goût, mais ce sera pour la prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ce que vous voulez. Si vous avez des choses à dire, et puis n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vocabulaire. D'ici là, vous avez d'autres projets sur la chaîne qui sont présents. Voilà. Allez, c'était Slavier. Tchuss.